De l'art et du cochon, une émission du Plumeau. Amis auditeurs, bonjour, bienvenue sur De l'art et du cochon, votre podcast culture. Si vous pensez comme nous que les uns rock des blocs, que l'IB manque d'idées et que Télérama ne comprend pas, vous avez cliqué sur la bonne émission. Tous les mois, nous nous retrouvons pour discuter ensemble de l'actualité culturelle et à travers elle de notre époque, ses lubies, ses obsessions, osons dire un gros mot, ses idéologies. Et comme tous les mois aussi, je suis accompagné du meilleur d'entre nous, Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour à tous. Comment vas-tu ? Très bien. Écoute, je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui, d'abord parce que je te vois toi, et puis aussi parce que nous avons un troisième larron, et pas n'importe lequel. Oui, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Pierre Robin. Pierre Robin, bonjour. Et bonjour à vous. Vous êtes journaliste et écrivain, vous avez été une figure du groupe Jalon. Vous avez écrit de nombreux livres, en particulier une biographie de David Bowie qui a été remarquée, également un ouvrage sur les groupes pop à mèche qui retrace l'essor de la New Wave de 1979 à 1984. Vous avez aussi écrit plusieurs ouvrages sur les campagnes napoléoniennes, et aujourd'hui on vous reçoit pour votre dernier livre, L'esthétique contre-cool, qui est paru aux éditions Rue Fromentin. Un bel ouvrage sur papier glacé avec une maquette très agréable qui est à la fois un ouvrage de souvenirs personnels, souvent attaché à des lieux parisiens, et une sorte de guide pratique pour échapper au monde contemporain et à ses injonctions permanentes à la coolitude. Un guide à travers des figures, des lieux, des œuvres, et même un code vestimentaire du contre-cool qui nous permet d'échapper à notre époque. Donc Pierre Robin, j'aimerais pour commencer que vous nous expliquiez ce que vous mettez derrière cette expression de contre-cool. D'abord, je précise que le livre a 20 illustrations, c'est important parce que pour moi, les livres illustrés ont toujours eu un petit plus par rapport aux livres simplement écrits, si je puis dire. Le contre-cool, c'est une tentative artisanale et désespérée de s'opposer à l'idéologie parasoviétique sous laquelle nous vivons depuis 30 à 40 ans maintenant, et qui est donc l'idéologie cool, qui veut qu'on soit ouvert, qui veut qu'on bouge, qui veut qu'on soit jeunisse, qui veut qu'on ait des sourires hypocrites et faussement consensuels, et qui impose des références esthétiques, cinématographiques, littéraires aussi, qui ne m'agréent pas tout à fait. Donc on peut dire qu'en creux, le contre-cool, c'est tout ce qui n'est pas cool et aussi tout ce que j'aime bien. Ça se superpose assez facilement. Alors, bon, votre livre que nous avons beaucoup aimé, Antoine, je pense que je peux employer la première personne du pluriel en la matière. On peut tuer le suspense d'entrée à ce point de vue-là. Ouais. Voilà. Me voilà rassuré. Bon, ce sera une émission purement flatteuse ce soir. Vous évoquez, je dirais, des figures, des lieux, des livres, des films qui vous paraissent illustrer donc cette notion de contre-cool dont on comprend qu'elle est mouvante mais qu'elle a néanmoins une double définition à la fois dans l'opposition à l'idéologie cool et dans, je dirais, l'agrément qu'elle apporte à votre propre sens esthétique. Oui, il y a une subjectivité, c'est sûr. Bon, je trouve que j'ai des détestations objectives, parce qu'on a raison de détester ce que je déteste. Bon, ça nous entraînerait loin, mais quant à la subjectivité, effectivement, c'est ce que j'ai aimé, ce que j'aime toujours, ce que j'aime sincèrement, même si ça paraît parfois un peu snob et élitaire, j'aime ça au premier degré. Et j'insiste parce que pour échapper à l'infamante accusation de snobisme, je tiens à préciser que je ne demande pas mieux que le maximum de gens partagent mes obsessions, mes goûts, mes préférences. Si vous voulez, je suis peut-être un dandy, mais je suis un dandy démocratique. Voilà. Alors, dans ces préférences que vous souhaitez nous faire partager, il y a notamment un goût quasiment amoureux pour le 8e arrondissement, et même de manière encore plus précise pour les Champs-Élysées. Alors, pour notre génération, les Champs-Élysées, c'est d'abord l'avenue des Starbucks, des touristes japonais, et occasionnellement, après une certaine heure, de la racaille. Oui, je vois à peu près ce que vous voyez voulez à peu près. Est-ce que vous pouvez développer pour nous cet amour, si ce n'est contre cool, en tout cas assez peu partagé? Écoutez, le 8e et singulièrement les Champs-Élysées sont contre cool, en ce sens que d'une part, il y a ma subjectivité, j'ai des souvenirs liés au 8e arrondissement et aux Champs-Élysées, et que dans un deuxième temps, c'est un quartier qui a longtemps été mal vu, des édiles. Vous comprenez, le 8e arrondissement a un côté affairiste, grand bourgeois, hiératique, haussmannien, qui n'est pas très en cours dans la civilisation hidalguienne, ou d'ailleurs la civilisation Benjamin Grivoïde, quoiqu'elle est défunte, je crois, qui préfère les quartiers soi-disant vivants, soi-disant ouverts, soi-disant diversitaires. C'est vraiment la Bastille contre le 8e. Moi, j'ai choisi mon camp, un camp nostalgique et sinon retranché, et c'est le 8e arrondissement. Quant aux Champs-Élysées, effectivement, ça n'est plus tout à fait ce que c'était, mais on pourrait dire ça de tous les quartiers de Paris, de toute façon.
Mais j'ai des souvenirs de jeune homme des années 80. Il faut savoir qu'à l'époque, les Champs-Élysées avaient encore un côté brillant, c'était les dernières représentations. C'était chanté par un critique rock qui a eu une certaine importance pour moi, Yves Adrien, qui avait fait une espèce de manifeste moderniste qui c'était le Novo ou l'afterpunk, et il vantait les néons des Champs-Élysées, le caractère commercial, tout à fait, qui se reliait peut-être à une ancienne civilisation parisienne, au même moment où un peu avant vous aviez un groupe qui a beaucoup compté pour moi, un groupe New Wave ou pré-New Wave même, Kraftwerk, qui dans un de ses tubes, Trans-Europe Express, commençait Rendez-vous aux Champs-Élysées. Et effectivement, et plus loin encore, j'avais d'autres souvenirs. Je ne sais pas si vous avez vu la série Les Fantomas d'André Hunebelle. Dans le premier épisode, il y a une fête très brillante pour un lancement d'une marque de bijoux à la terrasse Martini. Et pour moi, c'est presque un cliché d'une France disparue où tout le monde est bien habillé, où ça se passe au sommet avec une magnifique vue sur les Champs-Élysées. Et je pourrais d'ailleurs embrayé sur certains amis que j'ai eus, René l'élégant, qui habitait, un des rares habitants des Champs-Élysées dans les années 80-90. Donc à mains égards, à la fois cinématographiques, musicaux et amicaux, les Champs-Élysées, et architecturaux bien sûr, parce qu'il y a d'assez beaux immeubles quand même aux Champs-Élysées. Il y a la très belle galerie du Lido, qui est années 20. Il y a une photo dans le Tout à fait, absolument. Donc c'est un site déchu, comme beaucoup de sites parisiens, mais qui a un glorieux passé, qui a en tout cas une résonance en moi. C'est vrai qu'on voit que, en parcourant le livre, que vous avez un goût assez marqué pour le futurisme, peut-être une forme d'archéofuturisme même. Le rétrofuturisme. Le rétrofuturisme, voilà. Et ça m'a étonné à cet égard, vous ne parliez pas du 13e arrondissement. D'une manière générale, vous vous attardez pas tellement sur la rive gauche. Bertrand Burgala dit dans la préface « Il ne faut pas désespérer le Luxembourg, la rive gauche a plutôt mieux résisté que la rive droite ». Vous êtes peut-être en désaccord avec lui sur ce point-là. Mais quand bien même elle aurait bien résisté, elle demeure ce qu'elle a toujours été. Enfin bon, il y a le quartier latin, moi j'ai des souvenirs liés à mes années d'études, mais franchement, ça sent trop l'intellectuel de gauche ou la bourgeoisie recentrée. J'avoue que je n'aime pas trop. Je ne méconnais pas les beautés du jardin de Luxembourg, je ne veux quand même pas les désespérer complètement, mais à mon avis ils s'en remettront. Mais moi, délibérément, ça s'est passé pour moi quand j'avais 25 ans sur la rive droite, et depuis je n'ai fait que cultiver et approfondir ce sillon. La seule enclave, la seule incartade ou escapade que je fais sur la rive gauche, c'est les Invalides, parce que c'est un côté versaillais. Notamment la place Vauban. Tout à fait, absolument. Bon, je suis un grand fan de Napoléon, comme Éric Zemmour. Et place Vauban, vous avez une vue imprenable sur son tombeau, ou en tout cas sur l'église des Invalides qui abrite le dit tombeau. Vous avez de très vastes perspectives, de très belles architectures. Place Vauban, vous avez ce grand immeuble où habitaient Simone Veil, Jean Piat, Maurice Renet, et où habite encore, je crois, Michael Lonsdal, et qui est assez beau architecturalement. Vous avez le Café Le Vauban, que j'ai honoré de ma présence plusieurs fois, où on a tourné plusieurs films, aussi bien Serge Gainsbourg que Jean-Yann. Bon, enfin, voilà. Donc, je suis essentiellement rive droite, avec quand même une tête de pont, si je puis dire, en milieu hostile, dans le quartier des Invalides. Alors, de manière peut-être plus surprenante, vous faites l'éloge de la Défense, dans ce livre, du quartier de la Défense, qui traîne une réputation que d'aucuns pourraient juger méritée, de quartier mort. Alors, je sais que les quartiers morts, ça ne voilà, pas... nous y sommes. Voilà, nous y sommes. Mais disons que... La Défense la nuit, précisément. Oui, bien sûr, le jour, bon... Quartier mort après 20h, et infesté la journée d'une foule de fréquentants... plus cool que contre-cool, sans doute. En tout cas, très inséré la dans foule est objectivement et instantanément cool, étant donné qu'on vit dans un pays où très avachi à 1000 points de vue. Donc effectivement, généralement je recommande, même dans mes quartiers préférés, d'y aller quand c'est pas trop fréquenté. Donc pour que l'architecture et donc l'atmosphère des lieux s'apparente à un tableau de Giorgio de Chirico ou de Delvaux, avec des architectures presque inviolées ou restées dans leur jus. Il faut bien voir que même dans les quartiers que je fréquente, il y a eu un effondrement culturel et vestimentaire que je peux constater partout. Donc Rome n'est plus dans Rome, et le 8e n'est plus dans le 8e, mais ils ont de beaux restes, c'est encore un cadre que je peux meubler des fantômes, de mes fantômes, à partir du moment où il y a cet environnement architectural, urbanistique, que je trouve plus intéressant, plus littéralement charmant. Mais alors... Et quant à la Défense, bah oui, mais je citais Kraftwerk, les choses comme ça, j'aime bien une certaine modernité, une vieille modernité, une modernité qui n'est plus du tout moderne, ou qui en tout cas n'est plus du tout actuelle.
La Défense, j'aime bien l'architecture du palais du CNIT, par exemple, qui a été le premier bâtiment de la Défense en 1958. C'est une espèce de modernisme. Vous savez, quand on a mon âge, on se souvient de films qui étaient agréablement modernes, de musique qui était agréablement moderne à leur époque. Par exemple, L'Homme de Rio, vous avez de très belles scènes à Brasilia, la capitale qui venait d'être créée d'ailleurs à partir ex nihilo au cœur de l'Amazone. Moi j'aime bien ça, j'aime aussi le Havre, enfin le quartier Perret, bon, c'est un modernisme un peu plus ancien, mais je ne suis pas du tout contre la modernité. Sauf que ma modernité, elle a une barbe, elle est démodée, et elle ne se confond pas avec la modernité ou l'actualité ou la contemporanéité d'aujourd'hui. Mais vous faites l'éloge du palais du CNIT, vous détestez la Grande Arche, en revanche. Je trouve pas ça très joli. Je trouve que ça casse la perspective. C'est pas du tout parce que c'est Mitterrand qui a décidé de faire ça. Après tout, Mitterrand a redoré le dôme des Invalides, c'est pas si mal. Non, je trouve que ça casse la perspective, que c'est un peu comme la pyramide du Louvre, c'est tape à l'œil et pas de bourgeois progressistes. Je trouve pas ça très harmonieux ni très joli, mais ça n'engage que moi, n'est-ce pas? Mais enfin, je trouve qu'ils ont un peu salopé mon site. Pour cette raison, je vous aurais cru amateur du 13e arrondissement, où finalement on retrouve cette architecture futuristico-pompidolienne sans les jeunes cadres dynamiques et sans les personnages de Playtime. Mais Playtime a été tourné en partie en studio, mais en partie à la Défense. D'ailleurs, Bertrand Burgala me l'a indiqué parce qu'il habite un immeuble qu'on voit dans Playtime. Du côté de Courbevoie. Mais qu'est-ce que je voulais dire Non, je confesse que je connais peut-être pas assez le 13e, mais j'ai été obligé de limiter mon propos à mes obsessions, et encore une fois de creuser mon sillon. On a déjà du mal à parler relativement exhaustivement de ce qu'on aime, alors effectivement on est obligé de faire des impasses. Vous savez, il y a aussi le fond de scène, qui n'est pas toujours très réussi, mais qui a quand même un petit parfum. C'est dans le fond de scène qu'en 1979, Assayas a filmé Jacquenot et son tube rectangle. C'était un petit moment de modernité parisienne et branchée. Donc, mais enfin, c'est vrai que je ne franchis pas beaucoup le pont, je ne franchis pas beaucoup la Seine, je le confesse. Et vous la franchissez surtout par le pont Alexandre III, c'est ça? C'est Ah oui, la façon la plus bien sereine sûr, de tout à passer fait. C'est tellement over the top, dans un genre baroque 1900, on a envie de remercier le tsar Alexandre III. Oui, c'était son dernier cadeau, j'imagine, à part les emprunts russes. Non, mais c'est très beau, et c'est l'axe invalide Champs-Élysées, pratiquement. Hein, je veux dire, ça, c'est Paris, si je puis dire. Alors justement, ça c'est Paris, mais l'une des remarques qui peut venir à la lecture de votre livre, c'est que dans la description des lieux qui vous habitent et que vous décrivez, il y a une grande absente, qui est la province. Est-ce une affaire purement personnelle, peut-être parce que vous êtes parisien de naissance, de vie, auquel cas, est-ce que, en faisant abstraction de cette contingence, Bar-le-Duc n'est pas plus contre-cool que le 8e arrondissement? Certains soirs, certainement, Bar-le-Duc est plus contre-cool, mais on peut dire ça de beaucoup de villes de province. Vous savez, avec Jean-Pierre Montal, qui est mon éditeur, on avait envisagé d'étendre cette brillante civilisation contre-cool à l'ensemble de la France, mais on a confessé notre ignorance, nos lacunes. On a tout de suite pensé au Havre, encore une fois, avec la Porte Océane, le quartier Perret, peut-être même le pot de yaourt, c'est-à-dire la maison de la culture faite par Oscar Niemeyer. Mais bon, on a préféré s'abstenir parce que, alors Jean-Pierre Montal, qui est originaire de Saint-Étienne, m'a assuré que certains quartiers de Saint-Étienne pouvaient correspondre à cette ambiance, mais non, on avait même envisagé, on ne l'a pas fait finalement, de faire une carte à Portulan, comme on faisait au XVIe siècle, une carte du monde contre-cool, du monde connu contre-cool. Ça serait limité au plan du 8e arrondissement, avec dehors des baleines ou des monstres marins, enfin toute une terra incognita qui commençait très tôt, à l'est de la Concorde apparemment. Même si dans le livre je m'aventure jusqu'au 1er arrondissement, en banlieue aussi, parce que à défaut de parler de la province contre-coup, j'ai trouvé 2-3 sites, parce que je suis banlieusard, hein, je ne suis pas né à Paris ni dans le 8e arrondissement, même si j'y ai habité chez mon cousin pendant 2-3 ans, je suis né dans le Val d'Oise, et quand je retourne going back to my roots, je passe devant 2-3 immeubles ou édifices dont je rencontre dans le livre qui ont un caractère un peu martien, sinon contre-cool, oui, tout à fait. Je parle notamment de l'hôtel de ville de Puteaux, qui ferait merveille dans je ne sais quelle métropole soviétique, qui a un côté Albert Spirien, un peu surdimensionné par rapport à Puteaux peut-être, mais enfin la nuit, ils ont un système d'éclairage qui est très efficace.
Alors, c'est la deuxième fois que vous employez positivement l'adjectif soviétique depuis le début de notre discussion. Or, bon, c'est dans le programme, hein, il a été énoncé dès le début. On aime bien ici creuser l'aspect idéologique de la culture. Bon, c'est un cliché, mais vous êtes un inclassable, Pierre Robin. C'est-à-dire que on comprend à vous lire que vous n'êtes pas un progressiste, ni de la veine marxiste, ni de la veine libérale. Vous n'êtes pas non plus un conservateur, peut-être parce que vous considérez comme Pierre Boutan que dans notre société, à proprement dite, il n'y a rien à conserver, enfin que cette société elle-même n'a rien produit qui mérite en tant que tel d'être conservé, que ce qui mérite d'être conservé en elle vient des époques antérieures. Vous n'êtes pas non plus foncièrement réactionnaire, parce que vous faites l'éloge du palais de Chaillot dont vous proclamez la supériorité sur Versailles. J'ai vécu à Versailles et j'aime beaucoup le château de Versailles, mais s'il fallait absolument choisir, effectivement, il y a un côté hiératique et pas gentil dans le palais de Chaillot auquel je suis très sensible. Et néo-hellénistique aussi. Enfin, cela dit, même le Versailles, c'est néoclassique. C'est un autre néoclassicisme. Non, je n'aime pas trop les sketchs réactionnaires, ça ne m'empêche pas de l'être comme tout à chacun, parce que être réactionnaire c'est réagir, et Dieu sait qu'il y a de quoi réagir aujourd'hui, en se promenant dans la rue ou en regardant la télévision. Mais c'est un peu facile, je ne me considère pas par exemple comme un hussard, je trouve que c'est trop... Enfin bon... C'est vrai que ce sont des absents dans le livre pour le coup. Oui, des absents, oui, tout à fait, après mûre réflexion, ou rapide réflexion d'ailleurs. Bon, d'abord, j'ai coutume de dire qu'étant garçon moderne, je ne m'intéresse pas à la littérature, ce qui ne m'empêche pas d'en lire. J'ai lu, parce que j'étais dans un certain milieu, certain nombre d'auteurs, ça faisait partie du bagage, de la panoplie qu'on devait se constituer. Alors j'ai lu Roger Nimier. Je trouvais ça un peu plat, un peu surfait. Et puis au-delà de ce qu'a fait Roger Nimier, où je suis lu Monsieur Jadis de Blondin, mais enfin je trouve que vraiment c'est tout un folklore un peu vinassier, un peu clochard céleste qui ne m'intéresse absolument pas. Et je trouve que c'était un itinéraire de fuite. Je comprends qu'on fuit la politique car c'est vraiment souvent désespérant. Mais je sais pas, Roger Nimier, les hussards, je comprends qu'on aime les belles voitures, les belles blondes et le 7e arrondissement, ça je peux comprendre, mais ça ne suffit pas à faire un corpus culturel, et en tout cas pas du tout un corpus politique ou un moyen d'action politique. Qu'est-ce qu'ont fait les hussards? Ils ont fait éclater des pétards, voilà, mais ça n'a jamais empêché Sartre de régner, c'est le constat que je fais. Mais finalement, ces auteurs qu'on a parfois rapprochés d'une forme d'anarchisme de droite se sont beaucoup retirés dans une attitude esthétique, de dandisme. Est-ce que vous considérez que c'est une attitude qui est insuffisante et que finalement derrière votre vision esthétique des choses, il y a une vision politique? Mais tout est politique. Maintenant, effectivement, ma vision est insuffisante, d'abord parce qu'elle est impuissante. Mais puisqu'on parlait des hussards, il y a autre chose que je tiens à dire. On parle beaucoup de Roger Nimier, mais c'était beaucoup plus facile d'être Roger Nimier dans les années 50 ou Michel Déon ou qui sais-je encore, que d'être n'importe quel non-conformiste comme de droite ou à droite aujourd'hui. Il y avait encore un établissement culturel puissant à droite dans les années 50-60. Il y avait les revues, il y avait l'Académie française était même dominée par la droite dans cette acception. Il y avait Maurice Druon, dont vous faites un éloge. Oui, il y avait notamment Maurice Druon, mais il était loin d'être le seul, franchement. Bien sûr. Alors qu'aujourd'hui, vous avez tout un arsenal de lois, vous avez des tas de secteurs droitiers qui ont disparu ou fondu comme neige au soleil. L'Académie française, maintenant, ça doit être l'Académie macronienne française, enfin, je suppose. Donc, encore une fois, c'était plus facile pour eux, et je ne trouve pas qu'ils aient fait tant que ça. Ils ont fait des romans qui me laissent un peu indifférent. Enfin, je prétends pas être non plus un connaisseur et un exégète des hussards. J'ai lu 3, 4, 5 livres, je me suis dit, ce n'est que ça. Alors, on a parlé d'architecture, on a parlé de littérature, il y a aussi une galerie de portraits dans ce livre. Vous faites l'éloge d'Alain Delon, ce que d'aucuns pourraient juger attendu, mais c'est néanmoins très réussi. De manière moins attendue, vous faites l'éloge d'Evelyne Delia. Et là, l'aspect contre-cool nécessite beaucoup moins d'explications. Parlez-nous d'Evelyne Delia, Pierre Robin. Evelyne Delia, c'est une vieille fixation. Enfin, oh mon Dieu, elle va se vexer si jamais elle entend ça. Mais enfin, elle préside aux destinées de la météo de TF1 depuis au moins une vingtaine d'années, sinon 30 années. Et je l'ai toujours trouvée plaisamment sexy, mais de façon assez française traditionnelle. C'est une espèce de ménagère de plus de 50 ans, très agréable à regarder et à écouter. Là, je lui trouve une certaine grâce et indépendamment, mais on retrouve la même mon approche du contre-cool. D'une part, c'est ce que j'aime, sincèrement, et d'autre part, Evelyne Delia étant Madame Météo de TF1, chaîne populiste et assez méprisée des élites,
elle a un charme idéologique ou para-idéologique ou métapolitique supplémentaire. Il ne faut pas oublier que pendant des années, notamment les années 90, Canal+, qui est l'archétype, l'anti-TF1, si je puis dire, la chaîne des élites soi-disant branchées, enfin peut-être effectivement branchées, mais soi-disant rebelles, avait ces Miss Météo qui... tatoué ou piercé, et en tout cas irréprochable idéologiquement, c'est-à-dire de la gauche caviar ou de la gauche bobo. Donc il y avait cette espèce de duel informel, mais dans lequel j'avais pris parti, en tout cas, entre Madame Tout-le-Monde, mais là, une sexy Madame Tout-le-Monde, une agréable Madame Tout-le-Monde, Evelyne Delia, et la civilisation Canal+. Voilà, c'était joindre l'utile ou l'idéologique à l'agréable, en quelque sorte. Alors, on a évoqué la galerie de figures, il y a aussi un chapitre musical dans ce livre. J'aimerais qu'on revienne sur la Cold Wave que vous évoquiez tout à l'heure. Oh. Alors bon, la Cold Wave, ça n'évoque peut-être pas grand-chose à certains de nos auditeurs, mais vous êtes là pour remédier à ce on va essayer. À ce creux culturel. C'était bon, il y a eu à la fin des années 70, après que le punk eut flambé, une nouvelle musique s'appelait la New Wave qui partait dans toutes les directions, et dans une de ces directions, il y avait ce qu'on a appelé le Cold Wave, la vague froide, grise, noire, sombre, triste, qui a été symbolisée par plusieurs groupes. Il y a plusieurs degrés et plusieurs maisons, enfin plusieurs demeures dans la maison du seigneur Cold Wave, si je puis dire. Le groupe le plus connu, c'est certainement Joy Division, qui a projeté une image assez grise, assez triste, assez froide. Bon, rien que le nom allait chercher ses racines dans des pages sombres de l'histoire européenne, comme on dirait. Ces gens étaient vêtus de gris, et leur musique, instantanément, a un côté triste, sinon funèbre, le plus souvent. Et ça a été très important, ce groupe. Ça a irrigué beaucoup d'autres groupes. C'était... Bon, il y avait un côté snob au début. Tout le monde devait aimer Joy Division. Moi-même, à l'époque où Joy Division, il fallait l'aimer. Je suis passé un peu à côté, mais je me suis rattrapé par la suite. C'est très européen, c'est très froid. C'est difficile à expliquer pour quelqu'un qui ne serait pas dans le bain du rock et de la New Wave. Mais enfin, c'était vraiment une musique tragique européenne, adapté, enfin c'était des Beatles tragiques européens, si je puis dire, les Joy Division. Et à partir de Joy Division, il y a eu d'autres formes, Bauhaus, enfin d'autres groupes plus ou moins sinistres, mais qui avaient quand même une certaine surface commerciale malgré tout, parce que ces groupes ont eu du succès. Je crois même par la suite qu'en faisant la fusion des influences de Joy Division, des musiques folk qui avaient pu se faire aux États-Unis, il y a eu tout un courant de néo-folk qui... Oui, il y avait un groupe qui s'appelle Death in June, je n'étais pas assez écouté, que j'ai trouvé ça, c'était certainement contre-cool, mais un peu emmerdant quand même, m'a-t-il semblé. Le côté un peu compassé, oui, est bien présent, mais en tout cas, Joy Division aura lancé effectivement cette nouvelle tendance de tenter de recréer une musique spécifiquement européenne. Tout à fait. Et aura eu une influence qui aura perduré dans toutes les années 80 et même les années 90. Oui, ici est mêlé, comme je vous l'ai dit, un peu de snobisme, parce qu'à un moment, fallait vraiment, tout le monde devait, vous vous rendez compte, un groupe minoritaire, bizarre, dont en plus le chanteur s'était suicidé, je crois, à 25 ans. Ouais. C'était un peu le James Dean du mouvement, en quelque sorte, donc ça a créé un engouement peut-être un peu malsain, mais bon, moi j'aime entendre ces musiques. Elles me rappellent non seulement ma jeunesse, mais elles me rappellent qu'il y a encore des choses à préserver. Même dans le domaine de la pop, il y a une façon de s'opposer à l'horreur contemporaine sur des bases romantiques. C'est une culture, hein. Joy Division parlait de choses graves, mais il en parlait de façon presque shakespearienne. Je veux dire, c'était la New Wave shakespearienne un peu. Plutôt tendance Macbeth que les joyeuses commères de Windsor. Enfin bon. Et au milieu de la soupe pop contemporaine, est-ce que vous distinguez des groupes qui ne sont pas, je dirais, à leur 30e année de tournée, qui vous semblent correspondre à votre définition du contre-cool de jeunes groupes, voulez-vous dire ? De jeunes groupes, c'est ça. De groupes qui seraient arrivés après cette vague New Wave philo-européenne. Ah bah je suis comme tout un chacun, raisonnablement fossilisé à partir d'une certaine époque. Bon, on me fait écouter parfois des choses, mais ça... Je ne prétends pas théoriser la musique actuelle, que je connais assez peu. Hein. Pour moi, j'ai un peu arrêté, effectivement, à partir de 1990. Il y a une lassitude et le sentiment d'un déjà-vu ou d'un déjà entendu qui s'était insinué en moi. Alors, il y a certainement des groupes qui sonnent très bien aujourd'hui. Il m'est arrivé, on m'a entraîné à certains concerts. Mais le problème, c'est que même quand un groupe est bien aujourd'hui, il n'a
plus l'importance évidemment historique, générationnelle qu'il a eu pour moi. J'ai pas eu ces émotions avec eux, j'ai eu des émotions avec des groupes qui avaient d'il y a 30 ou 40 ans. Vous savez, j'ai même commencé avec Joy Division, c'est David Bowie, c'est les années 70, le glam rock, Roxy Music, des choses comme ça. Donc je commence à voir plusieurs couches géologiques et ça ne facilite pas effectivement l'ouverture au monde. Parce que, encore une fois, même quand ce monde produit des choses bien, je suis sûr que ça procède de choses anciennes. Plus ou moins fidèlement, mais quand même. Je suis sûr qu'il y a des groupes qui font du Joy Division aujourd'hui. Mais je ne sais pas si j'arriverai jusqu'à eux. C'est vous qui pourriez me renseigner éventuellement sur... Mais si je vous pose la question, c'est que je suis moi-même en recherche et que cette recherche s'est avérée infructueuse. Écoutez, il y a les Smiths oui, mais qui ne sont pas exactement un groupe contemporain. Pour moi, si, puisqu'ils sont arrivés après la New Wave. Vous savez, vous parlez à un vétéran. Je crois qu'ils se sont dissous en 87. Mais... Oui, mais après il y a Morrissey. Bon, enfin, oui, certes. Mais c'est vrai que c'est un peu comme le cinéma. Hein. Au-delà de 1980, j'ai vu un certain nombre de films et je continue d'en voir, mais il y a un charme qui se brise à cause des vedettes, à cause peut-être des réalisateurs, à cause du milieu culturel. Je pense que quand Ursula Andress a arrêté sa carrière, quelque chose s'est brisé quelque part dans le cinéma occidental. J'ai l'impression aussi également que la musique, tout comme le cinéma, n'ont plus la même importance dans la construction identitaire des générations qui sont les nôtres, des gens qui aujourd'hui ont une trentaine d'années. J'ai l'impression que la dimension musicale et cinématographique dans la construction de l'identité des jeunes générations a beaucoup diminué. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui a pris la place. Évidemment, c'est vous qui le savez mieux que moi, a priori. Les sorties cinématographiques sont toujours prolifiques. Peut-être les séries. Peut-être les séries. Je crois que Netflix a une importance que... Je pense d'ailleurs même en qualité, en termes de qualité, les séries aujourd'hui atteignent un niveau de créativité qui n'est plus atteint par le cinéma. Par la production cinématographique du moment, oui, tout à fait. Alors, votre livre est un inventaire, alors notre entretien ressemble aussi un petit peu à un inventaire, mais c'est également, sur le plan musical, sur le plan littéraire, mais aussi sur le plan vestimentaire, un manuel de bon goût. Pourquoi ne faut-il pas porter... manuel de mon goût. Mais les deux se confondent, si j'ai bien compris. Parfois, j'ose l'espérer, mais laissez-moi rêver. Alors, dans cette perspective, Pierre Robin, expliquez-nous pourquoi il ne faut jamais porter de veste slim. Parce que je trouve pas ça très joli, déjà pour commencer, que ça s'éloigne des canons classiques tels que j'ai pu les approcher. J'ai coutume d'opposer à propos de la veste slim, puisque vous avez mis cet important sujet international sur la table, essentiel. D'opposer deux Édouards qui furent l'un et l'autre à Matignon. Alors vous avez là Édouard Philippe actuellement qui porte des costumes que je juge ridicules et dignes d'un serveur de bar branché ou présentateur de talk show. Et j'oppose donc à Édouard Balladur qui lui a les canons d'élégance classiques à l'anglaise avec il se fait faire du sur-mesure aussi bien des godasses que de la cravate. Édouard Balladur ne laisse rien au hasard. Tout ça ne vaut pas approbation de ma part de la politique d'Édouard Balladur. Mais en ce qui concerne sa vêture, je trouve que oui, c'est un secret perdu. C'est une espèce d'élégance... Alors que j'ai essayé de pratiquer moi-même, je ne suis pas habillé comme Édouard Balladur, évidemment, ne serait-ce que parce que je porte des jeans. Alors je peux témoigner, chers auditeurs, vous n'avez pas l'image, mais lorsque nous avons vu arriver Monsieur Robin, il se tenait parfaitement au code vestimentaire qu'il prône dans ce livre, c'est-à-dire que nous l'avons vu avec un jean de la gamme autorisée, car en lisant le livre, vous comprendrez que tous les jeans ne se valent pas. J'ai toujours aimé les uniformes, et je suis assez strict de ce point de vue-là. Il était dans un très beau trench beige, blanc, autant pour moi, blanc, avec des gants noirs. Donc on peut vous reconnaître le mérite de la cohérence. Tout à fait. Puis l'élégance est important pour donner une subtile sensation de malaise aux gens que vous croisez. Et ça fait toujours en ces temps de coronavirus, oui, joignez l'utile au beau. Absolument. Oui, j'avais un impair Burberry et un jean Monoprix. Oui. Tout ça, c'est une bonne synthèse, je trouve. Un jean Monoprix qui imite le jean Levi's 501 et qui coûte 30 €. Il faudrait être fou pour dépenser plus. Comme quoi, le contre-cool ne nécessite pas forcément des investissements prodigieux, ne serait-ce que si vous allez chez les fripiers, certains fripiers en tout cas, vous pouvez vous constituer une panoplie et échapper à l'horreur streetwear qui est le fait marquant civilisationnel dominant de ce début de millénaire. C'est effrayant. Tout le monde ressemble à un... La plupart des gens semblent sortir d'un clip de rap, ou s'ils
qui exagéreront moins. En tout cas, ils semblent sortir d'une comédie drôle française contemporaine, c'est-à-dire des trucs atroces au niveau des looks et des dialogues. Mais enfin bon, voilà, même dans les quartiers dits préservés, moi j'ai habité à Neuilly au début des années 80 et on voyait encore des silhouettes qui correspondaient à l'idée que me faisait la bourgeoisie. On voyait des types en veste de tweed, en chaussures anglaises, on voyait des femmes en tailleur. Et je peux vous assurer, pour y être retourné assez fréquemment, que ces articles ont disparu, que maintenant le streetwear a gagné partout. Alors c'est assez curieux. Et je relis même ça métapolitiquement ou politiquement, cette espèce de baisse de niveau esthétique des classes bourgeoises à leur conversion au macronisme. Je veux dire, la bourgeoisie, qui a bien des défauts, et croyez-moi, je ne la porte pas tout à fait dans mon cœur, avait quand même a été longtemps, il y a 20-30 ans encore, dépositaire d'une certaine tradition culturelle, un certain humanisme. Et je crois que ça a complètement disparu, et qu'aujourd'hui les bourgeois se contentent d'être riches, et n'ont plus aucun repère esthétique fort, et n'ont rompu avec une tradition vestimentaire primordiale, comme dirait Vola. Et voilà, c'est un secret perdu. Donc le streetwear, et d'une certaine façon la racaillisation, a explosé toutes les digues. C'est vrai qu'on sent presque une espèce de conjuration entre le bourgeois bohème de l'Est parisien et le bourgeois de l'Ouest parisien qui se retrouvent finalement dans le mauvais goût. Et on a l'impression que plus Paris s'est vidé de ses catégories populaires, plus Paris est devenu moche. Donc j'aimerais avoir votre sentiment sur le Paris populaire, même si vous professez un certain élitisme, vous dites quand même que vous vous sentez plus proche du communiste de Puteaux que du filloniste de Neuilly, tout en préférant bien entendu habiter à Neuilly. Mais j'aimerais avoir votre sentiment sur ce Paris populaire qui s'est perdu. Alors le Paris populaire, aujourd'hui il existe encore, mais il est largement dominé par la diversité, si je puis dire. Bon, d'ailleurs, votre question m'amène à préciser un point qu'on peut soulever, c'est la logique du c'était mieux avant. Alors, est-ce que Paris c'était mieux avant? À mains égards, oui, pour ce qui est d'une certaine élégance. Mais tout n'était pas mieux avant. Pour m'être intéressé au cinéma et à des documentaires, même sur le Paris des années 50-60, je vois bien ce que c'était. Une ville sale, noire, où les gens étaient très mal habillés, pauvres. Je crois que Patrick Buisson avait édité un DVD sur C'était Paris, le Paris des quartiers populaires, Belleville, Ménilmontant, le Marais, que sais-je. Bon, bah franchement, avoir la nostalgie de ça, ça me paraît pas évident, parce qu'encore une fois, on voit des rues dégueulasses, des immeubles délabrés avec WC sur le palier, de grosses concierges, des clochards éthyliques, enfin bon, c'est tout un folklore, certes populaire, mais enfin caricatural, et franchement, d'ailleurs je cite dans le livre cet avis de quelqu'un qui s'y connaît, Karl Lagerfeld, qui a été lycéen à Montaigne dans les années 50, et qui a dit... Parce que déjà en 80, on l'interrogeait sur la nostalgie, Brigitte Bardot, les années 50, tout ça. Il disait, mais vous vous faites une idée, moi j'ai connu, les gens étaient sales et la rue était sinistre. Sauf que, c'était quand même assez français, et c'était encore, il y avait effectivement des pauvres, et il y avait ce caractère provincial que moi-même j'ai connu dans ma banlieue. Étant né, j'étais contemporain à 3 mois de James Dean, alors je ne sais pas si vous savez quand est-ce que James Dean nous a quittés. Quelque part à la fin des années 50. Vous brûlez, mais en général, les gens croient que James Dean nous a quittés dans les années 60. Non, il est mort en 1955. Je suis né en 1955. Ça m'a permis de vous voir un souvenir de ce que pouvait être la banlieue parisienne, enfin la mienne en tout cas dans les années 60. C'était tout à fait en noir et blanc, et c'était tout à fait provincial. On ne sentait pas cette pression et cette mauvaise ambiance d'aujourd'hui. Je veux dire, Paris aujourd'hui, c'est tension et régression à tous les étages et dans tous les quartiers, me semble-t-il. Mais je crois que vous avez un programme et même une candidature pour les municipales qui viennent, cher Pierre Robin. Dans ce livre, on voit une affiche d'un nouveau mouvement, le Parti passéiste révolutionnaire, qui prône le retour d'un Paris froid, racé, désert et silencieux. Où en est la constitution de votre liste ? Elle s'est heurtée au réel, comme très souvent le contre-cool, et donc j'ai été contraint d'en rabattre de mes ambitions, mais vous savez, c'est important toujours de témoigner. Voilà quelle aurait été ma direction. Le Parti passiste révolutionnaire que j'ai fondé, et ça ne me prend pas beaucoup de temps de l'animer, je dois le reconnaître, mais ça résume assez, au fond, étant donné que la modernité est devenue atroce, et que le futur est très inquiétant, le passéisme est non seulement réactionnaire, mais révolutionnaire en soi. On fait un tour complet et on revient à un âge d'or supposé. En tout cas, qu'est-ce qu'on voit sur l'affiche? On voit une des plus belles voitures françaises des années 50-60, la Facette Vega, HK500, et l'esplanade, le champ de Mars complètement désert avec la tour Eiffel. Donc c'est une espèce de conjonction de signes et de symboles irrémédiablement enfuis qui résume assez bien mon regard. Je vais vous dire, moi je ne vais pas voter au municipal à Paris parce que
c'est un combat de bobo dans un tunnel diversitaire, crasseux, et qui ne m'intéresse absolument pas. Et pourtant, il m'arrive de voter très souvent. Mais là, je crois que Paris, c'est vraiment en soi maintenant un laboratoire. Alors, c'est toujours intéressant comme un laboratoire, mais j'ai peur qu'il sorte de choses assez effrayantes de ce laboratoire. Alors j'aimerais revenir avant qu'on termine sur le concept de contre-cool que vous avez élaboré. Il y a dans votre livre une éloge d'endroits effectivement déserts, racés et froids, mais qui sont quand même des lieux de prestige et des immeubles haussmanniens avec une architecture travaillée. Est-ce que vous avez aussi songé à l'esthétique finalement de la banalité, qui est une certaine forme de contre-cool? Je pense à 2 exemples. Michel Houellebecq qui a développé, qui a donné presque une esthétique au Monoprix, à la banalité du quotidien, et puis même un exemple qui vous fera plaisir je pense, des groupes comme Kraftwerk ou des groupes qu'on a des groupes de krautrock allemand qui étaient dans le style qu'on a appelé de la motorique, qui érigeait un petit peu comme expérience esthétique suprême le fait de rouler sur l'autoroute de façon monotone et répétitive. Est-ce que ce style d'esthétique qui fait l'éloge de la banalité vous paraît correspondre au style du contre-cool? Ben oui, mais il faut savoir que Kraftwerk, par exemple, a toujours choisi une modernité datée. Quand ils ont fait leur album Radioactivity, qu'est-ce qu'ils mettent? La pochette du disque, c'est une reproduction de la grille d'un émetteur-récepteur des années 30. Quand ils parlent je ne sais pas moi, du Trans-Europe Express, je crois qu'à l'époque où ils chantent le Trans-Europe Express, je crois que le Trans-Europe Express s'arrêtait. Ils n'ont pas fait un truc sur le TGV. Ils ont fait très peu de choses sur la conquête spatiale, pratiquement rien. Ils ont fait des chansons sur le Tour de France. Alors c'est avec des synthétiseurs, des percussions électroniques et des souffles humains échantillonnés, et leurs clips, on voit Jacques Anquetil passer sur le Tourmalet ou je ne sais pas quoi. C'est une espèce de subtile interaction entre une modernité datée et une nostalgie avouée, oui tout à fait. Donc Kraftwerk, c'est du rétrofuturisme, c'est parfois même plus rétro que futuriste. Leur technique est futuriste et moderniste, mais leur inspiration, et c'est ce qui fait la différence avec beaucoup de groupes techno, ils ont un pied vraiment dans le monde d'avant. Ils ont un morceau par exemple qui s'appelle Franz Schubert, et qui est un morceau de synthé, mais ça évoque assez une sérénité schubertienne, effectivement. Quant à la banalité, bah oui, bien sûr, Houellebecq, oui, il est contre-cool. C'est très curieux d'ailleurs, parce que et ça pose la question de la récupération par la société de certaines formes culturelles qui comptaient cette société. Parce que Houellebecq, c'est quand même, il règle ses comptes avec la modernité. Pour le moins. La libération sexuelle, c'est du pipeau, sauf pour les riches. Le féminisme, c'est de la connerie, ou c'est une tumeur. Enfin bon, vraiment, c'est un critique ironique. Mais en même temps, il est profondément moderne, parce que ce qu'il dénonce, il baigne dedans. C'est pas du tout un catholique traditionnaliste, Houellebecq. Il ne cache pas son appétence sexuelle, sa frustration sexuelle. C'est très important pour lui, la sexualité. Mais justement, il arrive à décrypter le grand mensonge moderne post-68 art, comme quoi tout va aller de mieux en mieux et l'individu va s'épanouir. Non, c'est pas épanouissant, c'est aliénant, c'est frustrant, c'est pas du tout jouir sans entrave. Au contraire, il y a de plus en plus d'entraves et très peu de jouissance dans le monde moderne. Alors, vous dire que Houellebecq est un grand styliste, bon, moi je ne me pique pas de littérature, hein, j'ai des goûts même assez classiques. Bon, je connais par exemple je connais un écrivain actuel, Marc-Édouard Nappe, qui est très controversé. Je le trouve un peu plus coruscant et amusant et parfois glaçant, mais même glaçant c'est intéressant, que Michel Houellebecq. Je veux dire. D'ailleurs, les 2 écrivains ont habité en face, rue de la Convention, dans les 2 immeubles, ils se faisaient face. Donc sinon j'ai le goût très classique, hein, c'est Zola, Victor Hugo, je trouve. Anatole France. Anatole France, que j'essaie de réhabiliter ou d'exhumer son cadavre dans la modeste page littéraire de ce bouquin, oui, effectivement. Vous exhumez Anatole France pour enterrer les surréalistes, contre lesquels vous avez une dent. Oh, pas une canine assez mais enfin je trouve que c'est surfait. Je trouve qu'Anatole France, en tout cas, c'est bien. Il a été décrété cadavre par les surréalistes, mais je trouve que les surréalistes sont bien plus cadavériques qu'Anatole France, qui est un très bon raconteur, qui a beaucoup d'ironie, beaucoup de culture. Et je conseille effectivement le livre Les dieux ont soif, qui pour moi est un des meilleurs bouquins sur la Révolution française et la logique de la terreur. C'est d'autant plus amusant que Anatole France lui-même, sur la fin de sa vie, a acclamé la révolution bolchevique. Mais c'est un voltairien, à la fois très ancien, très traditionnaliste dans son style et dans ses références,
et peut-être effectivement plus révolutionnaire dans sa vision du monde. Très bien, bah écoutez, c'est sur cette note révolutionnaire, mais néanmoins contre-cool que nous allons terminer cette émission. Merci beaucoup Pierre Robin. Je vous remercie aussi. Chers auditeurs, je me permets à nouveau d'employer la première personne du pluriel pour dire qu'Antoine et moi vous recommandons l'esthétique contre-cool, publié aux éditions Rue Fromentin, signé Pierre Robin. Voilà. À très bientôt pour de nouvelles aventures avec Merci à notre De l'art et invité, du cochon. merci à vous et à bientôt. À bientôt Antoine. Pas bientôt. Enfin non, pas moi.